French NU Podcast. Bonjour tout le monde, et bienvenue dans French NU. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et je dois dire, cet épisode, je l'attendais avec impatience depuis plusieurs semaines. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, sans exception. Peu importe où vous habitez, peu importe votre âge, peu importe votre niveau de français. Vous avez tous une chose en commun. Vous avez une journée, une routine, des habitudes. Et aujourd'hui, on va apprendre à en parler en français, avec naturel, avec précision et avec style. Et pour ça, j'ai une invitée absolument exceptionnelle. Elle s'appelle Isabelle Fontaine, elle est docteure en linguistique appliquée, chercheuse à l'Université de Lyon, et elle travaille depuis plus de 12 ans sur l'acquisition des langues et la communication du quotidien. Isabelle, bienvenue dans French NU. Théo, merci pour cette introduction enthousiaste. Je suis vraiment ravie d'être là. Et je dois dire, quand tu m'as proposé ce thème, j'ai tout de suite dit oui. Parce que la routine quotidienne, c'est le cœur de la langue vivante. C'est là où tout commence. C'est exactement ça. Et vous savez, apprenant, on va faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. Ce n'est pas juste un cours. On va parler de nos vraies journées, la mienne, celle d'Isabelle. Et on va décortiquer les expressions, les structures, les petits détails qui font qu'on sonne vraiment français. Donc installez-vous confortablement, prenez un café si vous en avez un, et c'est parti. Isabelle, on commence par le tout début. Le réveil. Dites-moi, vous êtes du matin ou du soir? Oh, sans hésitation, du soir, complètement du soir. Mon réveil sonne à 7h30 et je passe facilement 10 minutes à appuyer sur le bouton snooze avant de vraiment ouvrir les yeux. Ah, le fameux bouton snooze, l'ennemi de la productivité. L'ennemi absolu, oui, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et toi, Théo? Moi, c'est tout le contraire. Je suis du matin. Mon réveil sonne à 6 heures, et j'arrive à me lever assez facilement. Pas de snooze, pas de traîner sous la couette. Traîner sous la couette. Voilà une expression qu'on doit absolument noter. Apprenant, traîner ici ne veut pas dire qu'on marche lentement, ça veut dire rester quelque part plus longtemps que prévu, sans vraiment de raison. Traîner au lit, traîner dans la cuisine, traîner dans les rues, c'est toujours cette idée de ne pas se presser, de prendre son temps de façon un peu nonchalante. Et la couette, c'est la grosse couverture moelleuse qu'on met sur le lit. C'est différent d'une simple couverture. La couette est épaisse, douce, et franchement très difficile à quitter le matin. Très difficile, et d'ailleurs, il y a une distinction importante que les apprenants confondent souvent. Se réveiller et se lever, ce ne sont pas des synonymes. Ah oui, expliquez-nous ça, Isabelle. Alors, se réveiller, c'est le moment où votre cerveau sort du sommeil. Vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience que c'est le matin, mais vous pouvez très bien rester allongé encore 20 minutes. Se lever, c'est l'action physique de quitter le lit, de poser les pieds par terre et de commencer la journée. Donc on peut dire « Je me réveille à 7 heures, mais je ne me lève qu'à 7h20 ». Et grammaticalement, attention apprenant, ce sont des verbes pronominaux. Ils se conjuguent toujours avec ce, et au passé composé, ils utilisent l'auxiliaire être. Donc, je me suis réveillé pour une femme, je me suis réveillé pour un homme. La forme change selon le genre. Exactement. Et cette règle s'applique à toute une famille de verbes du matin. Se lever, se doucher, s'habiller, se coiffer, se maquiller, se préparer. Tous ces verbes décrivent des actions qu'on fait sur soi-même, et tous fonctionnent de la même façon. Parfait. Alors, une fois levé, Isabelle, quelle est votre première vraie action de la journée? La douche, sans aucun doute. Je ne suis pas opérationnelle sans douche le matin, c'est mon interrupteur. Avant la douche, je suis encore à moitié endormie. Après la douche, je suis prête à affronter le monde. Être opérationnel. J'adore cette expression. Ça veut dire être prêt à fonctionner, à être efficace. On peut dire je ne suis pas opérationnel avant mon café ou après cette réunion, je serai pleinement opérationnel. C'est un mot emprunté au vocabulaire professionnel, mais on l'utilise très naturellement dans la vie quotidienne. Et affronter le monde, c'est une façon légèrement dramatique, mais très courante, de dire qu'on est prêt pour la journée, prêt pour ce qui vient. On peut aussi dire affronter la journée
ou faire face à la journée. Moi, ma première action, c'est le café, même avant de me doucher. Je descends, j'allume la cafetière, et pendant que le café coule, je m'assieds à la table de la cuisine dans le silence. 5 minutes de calme absolu, C'est beau ça, et c'est un vrai rituel matinal. absolument. Et je tiens à ce rituel. Je ne regarde pas mon téléphone avant d'avoir bu ce premier café. C'est ma règle personnelle. Tenir à quelque chose, voilà une structure très importante. Tenir à quelque chose, ça veut dire y attacher de l'importance, ne pas vouloir y renoncer. Je tiens à ce rituel. Elle tient à sa liberté. Il tient à arriver à l'heure. C'est fort, c'est personnel. Et pour le petit déjeuner, que mangez-vous en général, Isabelle? Je mange assez légèrement des tartines, du pain avec du beurre ou de la confiture, et un grand bol de café au lait. Parfois, un yaourt si j'ai faim. C'est très simple, mais c'est ce dont j'ai besoin pour bien commencer. Et pour nos apprenants, notez qu'en français, on prend son petit déjeuner. On ne dit pas manger le petit déjeuner, on dit prendre le petit déjeuner. Et ça marche pour tous les repas. Prendre le déjeuner, prendre le dîner. C'est une nuance simple, mais elle fait toute la différence pour sonner naturel. Alors, après le petit déjeuner, la journée professionnelle commence. Isabelle, vous travaillez à l'université. Comment s'organise votre matinée? Alors, mes matinées varient selon les jours. Les jours où j'ai des cours, j'arrive à l'université vers 8h45. Je prépare mes notes, je vérifie que tout est prêt, et à 9h, c'est parti. J'ai des étudiants devant moi pendant 2 heures. Et les jours sans cours? Les jours sans cours, je travaille souvent de chez moi. Et là, je dois faire attention, parce que le danger du télétravail, c'est de ne jamais vraiment commencer. On est en pyjama, on fait une chose, puis une autre, et tout à coup il est 11 heures, et on n'a rien produit de sérieux. Ah, c'est tellement vrai. Et apprenant, le télétravail, c'est le fait de travailler depuis chez soi, à distance. C'est un mot qui est devenu extrêmement courant ces dernières années. Télétravailler est le verbe correspondant. Pour éviter ce piège, je me suis fixé une routine stricte les jours de télétravail. Je m'habille comme si j'allais au bureau. Vraiment, pas en jogging. Je m'installe à mon bureau à 9 heures. Et je commence par ce que j'appelle le grand bloc de travail. 2 heures de travail intense, sans interruption, sur le projet le plus important du moment. Se fixer une routine, se fixer quelque chose, ça veut dire se donner une règle, une contrainte, de façon délibérée. Je me suis fixé un objectif. On s'est fixé une heure de rendez-vous. C'est intentionnel, c'est choisi. Et sans interruption, c'est important, parce que les recherches sur la productivité montrent que chaque interruption coûte en moyenne 20 minutes de reconcentration. Donc 2 interruptions par heure. Et en réalité, on ne fait presque rien de profond. C'est effrayant quand on y pense. Et vous, comment vous protégez-vous des interruptions? Je coupe les notifications de mon téléphone, je ferme ma messagerie. Et j'ai une petite règle. Pendant mon grand bloc, si une idée ou une tâche me vient à l'esprit, je la note sur un carnet et je ne m'en occupe qu'après. Comme ça, je ne perds pas le fil, mais je ne me laisse pas non plus distraire. Ne pas perdre le fil, c'est une expression magnifique. Imaginez un fil que vous tenez dans les mains. Si vous le lâchez, vous perdez le chemin. Perdre le fil d'une conversation, perdre le fil de ses idées, ça veut dire ne plus suivre, ne plus avoir la continuité. Et se laisser distraire, se laisser emmener ailleurs par quelque chose, perdre sa concentration. On peut aussi dire se disperser, donner son attention à trop de choses en même temps, sans jamais vraiment finir quoi que ce soit. Alors, parlons d'un moment très important et très français dans la journée. La pause déjeuner. Isabelle, comment vivez-vous ce moment? Le déjeuner, pour moi, c'est sacré. Je ne mange jamais à mon bureau. C'est une règle absolue. Si je mange en travaillant, je ne décroche jamais vraiment, et mon cerveau reste en mode travail toute la journée. Donc je marque une vraie coupure. Marquer une coupure ou faire une coupure, c'est créer une séparation nette, un arrêt délibéré. Ce n'est pas juste s'arrêter, c'est s'arrêter intentionnellement, en sachant pourquoi on le fait. Exactement. Et en France, cette idée de coupure au déjeuner est vraiment culturelle.
La pause déjeuner est protégée. En général, c'est au minimum 1 heure. Et dans beaucoup de milieux professionnels, c'est aussi un moment social important. On mange avec des collègues, on parle d'autre chose que du travail, on rit. Oui, et ça c'est quelque chose que les étrangers remarquent souvent. En France, le repas n'est pas juste un carburant pour continuer à travailler. C'est un moment humain, un moment de lien social. Et pour nos apprenants, il y a une distinction à connaître entre le déjeuner et le dîner. En français standard, le déjeuner, c'est le repas du midi. Le dîner, c'est le repas du soir. Attention, dans certaines régions de France et dans certains pays francophones comme en Belgique ou au Québec, les usages peuvent être différents. Mais en France métropolitaine, cette distinction est la norme. Et le petit déjeuner, bien sûr, c'est le repas du matin. Littéralement, le petit déjeuner, le premier repas, plus léger. Moi, le midi, j'essaie de sortir du bureau. Même 5 minutes dehors, même juste pour acheter un sandwich et s'asseoir sur un banc. Ça change tout. L'air frais, la lumière naturelle. Prendre l'air, c'est ça. Prendre l'air, ça veut dire sortir dehors pour respirer, se rafraîchir les idées. C'est une expression très naturelle. J'ai besoin de prendre l'air. Je sors prendre l'air 5 minutes. Et souvent, c'est plus qu'une action physique, c'est aussi mental. On prend l'air pour se ressourcer. Alors l'après-midi, c'est souvent là que ça se complique. L'énergie baisse, la concentration flanche. Comment vous gérez cette période, Isabelle? Honnêtement, l'après-midi, c'est ma période la plus productive pour l'écriture. Entre 14 heures et 17 heures, je suis vraiment dans mon élément. Mais vers 15h30, le fameux coup de barre arrive. Ah, le coup de barre. Expliquez-nous ça pour ceux qui ne connaissent pas encore. Un coup de barre, c'est une expression très familière et très française. C'est cette fatigue soudaine et intense qui vous tombe dessus en milieu d'après-midi. Comme si quelqu'un vous frappait avec une barre. D'un coup, vous vous sentez lourd, vos paupières tombent, vous n'arrivez plus à vous concentrer. Ça arrive souvent après le repas du midi, quand la digestion tire le sang vers l'estomac. Et comment on réagit face à ça? Certains font une sieste? Certains, oui, et la science dit que c'est une excellente idée, à condition de respecter la règle des 20 minutes. Une micro-sieste de 20 minutes maximum est suffisante pour récupérer de l'énergie sans entrer dans un cycle de sommeil profond. Si vous dormez plus longtemps, vous vous réveillez groggy, plus fatigué qu'avant. Être groggy, on utilise ce mot en français aussi. Ça vient de l'anglais, mais il est complètement intégré dans le français familier. Je suis groggy. Ça veut dire qu'on est dans un état de semi-conscience hébété comme sonné. Exactement. Moi, je ne fais pas de sieste. Je préfère me lever et marcher un peu. 5 à 10 minutes dans le couloir, dans le jardin, dans la rue. Et ça suffit à relancer la machine. Relancer la machine. On retrouve cette expression. C'est l'image du moteur qu'on redémarre. J'ai besoin de relancer la machine. Ça veut dire retrouver son énergie, sa dynamique, après un creux. Et il y a une autre expression que j'utilise souvent, avoir le vent en poupe. Quand dans l'après-midi tout fonctionne bien, les idées viennent, on avance vite sur son travail, on peut dire qu'on a le vent en poupe. Avoir le vent en poupe, c'est une image maritime. La poupe, c'est l'arrière d'un bateau. Si le vent vient de l'arrière, il pousse le bateau en avant. Tout va bien, on avance facilement. Dans la vie quotidienne, ça veut dire que tout roule, que les choses progressent de façon favorable. C'est une expression un peu plus soutenue, mais elle est très belle et on l'entend régulièrement. Ce projet a le vent en poupe. Elle a vraiment le vent en poupe cette année. Alors, la fin de journée. Ce moment où on pose le stylo, où on ferme l'ordinateur, et où on passe du mode travail au mode vie personnelle. Comment ça se passe pour vous, Isabelle? Je termine en général vers 18 heures et quand je rentre chez moi, j'ai absolument besoin d'un temps de transition. Je ne peux pas aller directement du bureau à mon canapé. Enfin, je veux dire, du mode travail au mode détente. Et c'est quoi ce temps de transition concrètement? Je me change, je retire mes vêtements de travail, je mets quelque chose de confortable, un pull doux, un pantalon ample, et déjà, psychologiquement, quelque chose se relâche.
C'est un signal que j'envoie à mon cerveau. La journée de travail est terminée. C'est intéressant cette idée du signal physique. Et apprenant, se relâcher, ça veut dire se détendre, perdre sa tension. Comme un muscle qu'on contracte puis qu'on relâche. On peut dire « je sens mes épaules se relâcher »,« l'atmosphère s'est relâchée ». Et après cette transition, je prépare le dîner. C'est un moment que j'aime beaucoup, mettre de la musique, cuisiner tranquillement, prendre le temps. Ce n'est pas une corvée pour moi, c'est presque une méditation. Une corvée, c'est une tâche pénible, qu'on fait sans plaisir, parce qu'on est obligé. Faire la vaisselle, c'est une corvée. Les réunions interminables. Quelle corvée! C'est un mot très expressif. Et le soir, je me pose. Je lis, je discute avec des amis ou de la famille, parfois je regarde une série. Et vers 22h30, je commence à me préparer pour dormir. Vous avez une routine du soir pour dormir? Oui, et j'y tiens vraiment. Je coupe les écrans 30 minutes avant de me coucher. J'ai un livre de chevet que je lis, rien de trop stimulant, quelque chose de doux. Et j'essaie de me coucher à la même heure tous les soirs, même le week-end. Un livre de chevet, le chevet, c'est le côté du lit, à hauteur de la tête. Un livre de chevet, c'est donc le livre qu'on garde près de son lit, qu'on lit avant de dormir. Et par extension, on peut dire qu'un livre est son livre de chevet pour dire que c'est un livre qu'on aime profondément, qu'on relit souvent. Exactement. Et moi, Théo? Moi, je me couche tôt, vers 22 heures. Je fais une petite balade après le dîner, 20 minutes dans mon quartier. Ça m'aide à me vider la tête, à digérer la journée et à arriver chez moi dans un état de calme. Et ensuite, lumières éteintes, téléphone retourné sur la table de nuit et bonne nuit. Avant de conclure, faisons notre tour des expressions clés de cet épisode. Vite et bien. Se réveiller contre se lever, deux actions différentes. On se réveille d'abord, on se lève ensuite. Traîner sous la couette, rester au lit sans se dépêcher, Être opérationnel, être prêt à fonctionner efficacement. tenir à quelque chose, y attacher de l'importance, ne pas vouloir y renoncer. Se fixer une routine, se donner des règles de façon délibérée. Ne pas perdre le fil, maintenir sa concentration et sa continuité. Marquer une coupure, créer une vraie séparation entre deux moments. Prendre l'air, sortir pour se ressourcer, physiquement et mentalement. Un coup de barre, une fatigue soudaine et intense. Relancer la machine, retrouver son énergie après un creux. Avoir le vent en poupe quand tout avance bien, favorablement. Se relâcher, perdre sa tension, se détendre. Une corvée, une tâche pénible qu'on fait sans plaisir. Et enfin, un livre de chevet, le livre qu'on lit avant de dormir, ou un livre qu'on chérit particulièrement. Et voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Et quel épisode! Isabelle, je vous pose la question finale. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui apprend le français et qui veut parler de sa vie quotidienne, un seul conseil, ce serait lequel? Un seul, c'est cruel. Bon, d'accord. Mon conseil, ce serait parler de votre vraie journée. Pas une journée inventée, pas une journée idéale. Votre journée réelle, avec ces petites choses banales. Ce que vous avez mangé ce matin, comment vous vous êtes senti au réveil, si vous avez eu un coup de barre à 15 heures. Parce que ces petits détails du quotidien, c'est exactement ce qu'on utilise quand on parle avec quelqu'un en vrai. Et plus vous pratiquez avec du vrai, plus votre français devient vivant, personnel, authentique. C'est un conseil magnifique. Et j'ajouterai ceci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un sujet simple. On pourrait croire que parler de sa journée, c'est banal. Mais regardez ce qu'on a vu aujourd'hui. Des dizaines d'expressions riches, des nuances culturelles, des structures grammaticales importantes. La vie quotidienne, c'est en réalité la matière première de toute langue. Absolument. Et la langue, c'est un reflet de la vie. Plus votre vie en français devient riche, les séries que vous regardez, les podcasts que vous écoutez, les gens avec qui vous discutez, plus votre langue devient riche. C'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux, j'adore cette conclusion. Alors, apprenant, votre défi pour cette semaine. Décrivez votre journée d'hier en français. À voix haute ou par écrit, les deux fonctionnent.
Utilisez au moins 5 des expressions qu'on a vues aujourd'hui. Et dans les commentaires, répondez à cette question. Quelle partie de votre journée est la plus difficile à décrire en français? Et pourquoi? On vous lit tous, sans exception. Et n'oubliez pas, chaque phrase que vous produisez en français, même imparfaite, même hésitante, est une victoire. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science. La pratique crée des connexions dans votre cerveau. Chaque fois que vous parlez ou écrivez en français, vous renforcez ces connexions. Vous construisez quelque chose de réel. Isabelle Fontaine, docteure en linguistique, chercheuse, et maintenant amie de French and You, un immense merci pour cet épisode incroyable. Théo, c'était un vrai plaisir, comme toujours. À très bientôt! Et à vous tous. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance pour votre apprentissage du français. On est fiers de vous. Continuez, ne lâchez rien. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French and You. Je suis Théo. À la prochaine.